Je suis très heureux de vous accueillir tous sur notre cours de généraliste RH. Et aujourd'hui, nous avons notre premier cours sur qui ou quoi est un généraliste RH et son rôle dans l'entreprise. C'est donc le tout début de notre cours, le tout premier webinaire. Et aujourd'hui, nous parlerons de ce que sont les rôles dans les RH, de l'évolution des RH dans une entreprise, de ce qu'un généraliste RH doit et ne doit pas faire, des tendances du travail RH, de la gestion des talents et du cycle de vie des employés, des compétences générales des généralistes RH et comment devenir responsable RH, pas service RH. Ce cours a son propre site web. Ceci est un lien vers le site web et sur ce cours, vous apprendrez comment être journaliste, comment obtenir ce rôle. Et ce rôle est très important et très intéressant, je dirais. Donc c'est un deuxième. Ouais, commençons. Permettez-moi de me présenter. En fait, je m'appelle Mike Pritula et j'ai travaillé dans ces belles entreprises. J'ai commencé à la banque. Le nom de cette banque envoie actuellement la banque. Puis j'ai continué avec la télévision. C'était la société de télévision Starley Media. Puis j'ai rejoint Wargaming qui est une société de développement de jeux. Et puis j'ai travaillé pour Preply et IDEA. Preply était une start-up en ce moment et IDEA est une entreprise informatique. Et maintenant, j'ai mon académie des talents et je travaille avec PeopleForce en tant que conseiller RH. Et oui, voici une liste de bonnes pratiques que je vous recommande vivement de suivre et de lire leurs recherches, études, de prendre leurs outils et de baser votre travail là-dessus. Et à propos des devoirs comme d'habitude, ce cours, comme tous nos cours, il a des devoirs que je vérifie et vous donne des commentaires et après avoir terminé tous vos devoirs, vous recevrez notre diplôme. C'est donc une exigence, non, pour soumettre tous vos devoirs et avoir mes commentaires. Nous vous remettons un diplôme sur une plateforme très populaire, la même plateforme que Google, l'université Harvard et Slack donnent leur diplôme aux employés. Alors, quels sont les rôles dans les RH? J'ai cette carte RH, que j'ai préparée pour vous afin de vous montrer les différents rôles dans les RH, les différents flux. Et le journaliste RH est sur la corde rouge, non? Le journaliste RH est donc une étape avant le responsable RH et le directeur RH. Et ce n'est pas seulement une fonction comme le recrutement ou les récompenses totales ou LND. C'est le travail universel, je dirais. Et nous verrons réellement ce que cela inclut. Donc, si nous parlons de différents rôles RH et départements RH, fonctions RH, nous pouvons généralement trouver ce qui suit comme les dossiers du personnel. C'est très basique. Ils se contentent de faire de la paperasse et soumettent peut-être maintenant des données dans des systèmes électroniques. Ensuite, bien sûr, le recrutement et l'intégration, ce qui est très important, non. Puis la marque employeur et la communication interne, la formation et le développement, la rémunération et les avantages sociaux, l'automatisation des RH, les partenariats commerciaux et le soutien opérationnel. Et le généraliste RH dont nous parlons aujourd'hui est le département RH d'une seule personne, n'est-ce pas? Donc, toutes ces fonctions, tous ces rôles mis en une seule personne, c'est pourquoi ce rôle est très intéressant et très important. C'est le directeur des ressources humaines au tout début du développement d'une entreprise. Je dirais que la progression de rôle standard pour cette personne est de devenir directeur des ressources humaines plus tôt, plus tôt, plus tôt. C'est le bras droit du PDG. Ce rôle est très proche du PDG. Ils travaillent ensemble et c'est pourquoi c'est une très belle opportunité d'apprendre du PDG. C'est une personne en charge du personnel dans l'entreprise. C'est comme une personne humaine, un expert RH interne et un consultant. C'est pourquoi il est très important d'être un professionnel dans ce rôle. Et parfois aussi, ce rôle devient le chef des opérations à un moment donné. C'est donc ce qu'est un journaliste à charge. Et pour cette raison, en raison de la spécificité de ce rôle et du fait d'être l'ensemble du département RH en une seule personne, ce rôle doit acquérir et gérer toutes ses compétences.
Et il contient des compétences techniques et des compétences générales bien sûr. Et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'informations que vous devez apprendre pour être un très bon journaliste RH. Et dans quel genre d'entreprise pouvons-nous trouver ce rôle? Quel type de configuration RH pourrait être que ce rôle pourrait s'intégrer dans cette structure? Voyons donc les différentes variantes de configuration RH et comprenons pourquoi certaines entreprises ils ont un généraliste RH tandis qu'un autre ils ont plus de personnes. Je dirais donc qu'il existe 6 modèles de construction RH différents. Le premier est sans RH, ce qui n'est plus aussi populaire qu'avant. Parce que peut-être disons qu'il y a encore 5 ans, je pouvais entendre que vous savez, nous n'avons pas du tout de ressources humaines et nous en sommes fiers. Nous pouvons tout faire sans RH. Nous n'avons pas vraiment besoin de RH. Les RH sont quelque chose de démodé. Mais maintenant, je pense que chaque entreprise comprend qu'elle a besoin de ressources humaines. Et certaines des entreprises embauchent des RH dès le début, comme avoir 3 cofondateurs, puis elles embauchent des RH parce que je comprends que quelqu'un doit amener ces acteurs dans l'entreprise, les aider à intégrer, avec toute cette motivation, culture, performance et d'autres trucs. Donc, s'il n'y a pas de RH, quelqu'un prend son rôle, comme le PDG, une partie du rôle, puis les supérieurs hiérarchiques ou les superviseurs, peut-être l'assistant du PDG prend un certain rôle. Donc je ne dirais pas qu'il n'y a pas de RH. Il y a les RH, mais elles sont divisées en différentes personnes. Puis, après un certain moment, lorsque l'entreprise grandit, ils comprennent qu'ils ont besoin des RH. Ils peuvent l'appeler responsable des ressources humaines, spécialiste des ressources humaines ou même peut-être recruteur, mais ils ont besoin de cette personne pour faire et effectuer tout le travail des ressources humaines, pas seulement le recrutement. Et c'est pourquoi ce rôle est appelé RH et ce rôle est appelé généraliste RH. Généraliste signifie qu'il fait tout. C'est pour ça que c'est généraliste, non? Cette personne s'occupe donc des dossiers du personnel, du recrutement et de l'intégration, de la formation et du développement, de l'évaluation, de la rémunération, de la communication, de tout. Oui, le rôle pourrait être très différent de certaines entreprises. Cela pourrait représenter 80% du recrutement et seulement 20% du reste. Dans certaines entreprises, ils n'ont pas ce volume élevé d'embauche et c'est pourquoi ce rôle est davantage une question de motivation et de développement des employés. Le pourcentage peut donc être différent, mais généralement ce rôle est en charge de toutes les fonctions RH. Et si ce rôle est RH unique dans l'entreprise, alors est généraliste RH. S'il y a d'autres RH, ce n'est plus des généralistes RH. Il devient peut-être responsable des ressources humaines et non, peut-être responsable des talents humains. Il pourrait l'appeler sous des noms différents, mais ce n'est pas le généraliste du graphique. Alors disons qu'il y a d'autres personnes. En fait, les généralistes des graphiques pourraient embaucher une autre personne pour être recruteur, mais ils ont généralement tellement de tâches qu'ils ne peuvent pas se permettre qu'une seule personne remplisse une seule fonction. Ils exigent que cette personne remplisse au moins 2 ou 3 fonctions. C'est pourquoi j'appelle cela 3 en 1. Ce qui signifie que chaque personne sous la direction des RH remplit plusieurs fonctions différentes, remplit plusieurs rôles différents. Je l'appelle gestionnaire des ressources humaines. En fait, le responsable RH pourrait être pas très, mais un peu déçu car nous savons qu'un manager est quelqu'un qui gère quelque chose, non? Donc, généralement, le responsable des ressources humaines pourrait être cette personne, puis des spécialistes des ressources humaines. Mais de nos jours, responsable des ressources humaines en tant que titre, le titre du poste est tellement, comment dire, est tellement gonflé que beaucoup de rôles plus juniors sont appelés responsables des ressources humaines. C'est pourquoi j'ai mis ce nom de responsable RH sous le responsable RH. Mais cela pourrait aussi être un spécialiste des ressources humaines ou même peut-être d'autres noms. Et cela signifie que ces 2 ou peut-être 1 ou 3 ou même plus de responsables RH, ils remplissent plusieurs fonctions en même temps, comme le recrutement plus l'intégration, la rémunération plus le développement des employés, non?
Et puis, lorsque l'entreprise se développe et que le département des ressources humaines se développe, il y a un directeur des ressources humaines et certaines fonctions et chaque fonction a son propre responsable ou chef. Et s'il y a des chefs sous le rôle des RH, disons, dans ce cas, nous pouvons appeler ce rôle directeur, directeur des ressources humaines. Donc, généralement, directeur signifie que vous gérez d'autres gestionnaires. S'il n'y a pas de gestionnaire dans ce rôle, ce n'est pas un directeur. C'est un responsable des ressources humaines, un responsable des ressources humaines, peu importe comment vous l'appelez, mais pas un directeur. Donc, le rôle de directeur signifie qu'il y a des têtes en dessous. Et ces têtes ne remplissent qu'une seule fonction. Ils ont leurs propres équipes pour effectuer leur travail. Il pourrait également s'agir de certaines têtes sous le directeur des graphiques et de certains contributeurs individuels relevant directement du directeur des graphiques. C'est bon. Et puis, lorsque l'entreprise grandit encore plus et disons dépasse 1000 employés, elle a généralement besoin d'encore plus de ressources humaines et généralement l'idée standard est d'ajouter des partenaires commerciaux RH. En fait, les partenaires commerciaux des ressources humaines sont un clone du directeur des ressources humaines. Ils travaillent en tant que chefs d'entreprise. Ils fournissent leurs conseils, ils coachent les chefs d'entreprise. Ils ne font donc que copier-coller les directeurs des ressources humaines dans le cas où l'entreprise a beaucoup de dirigeants. Disons que s'il y a 50 dirigeants différents, le directeur des ressources humaines n'a pas autant de temps à passer avec chacun d'eux. Et c'est pourquoi ils ont besoin de partenaires commerciaux RH comme un comptable des RH entre le département RH et les secteurs d'activité. Et bien sûr, il y a ces fonctions. Ainsi, les partenaires commerciaux RH, ils sont subordonnés à la fois au directeur des ressources humaines et au chef d'entreprise et ils travaillent avec les fonctions RH. Ils ne sont pas des leaders, ils ne sont pas des gestionnaires des fonctions RH. Ils aiment un client et vice-versa. Cette fonction les clients qui sont des partenaires commerciaux. Parce que si disons que le responsable de l'acquisition de talents a besoin d'un plan de recrutement pour les années à venir, le responsable de l'acquisition de talents s'adresse aux partenaires commerciaux des ressources humaines et leur dit « Eh les gars, nous avons besoin d'un plan de dotation pour cette année. Alors, veuillez travailler avec vos dirigeants et préparer ce plan. De quel type de personnes avez-vous besoin dans vos départements ?» Et parfois, cela pourrait être une structure RH encore plus compliquée et plus efficace. Le nom de la structure est modèle à triple tranchant car c'est comme trois grandes directions différentes. Direction fonctionnelle, partenariat commercial RH et opérations. Les opérations fonctionnent généralement avec les activités quotidiennes, avec l'automatisation des ressources humaines, l'analyse des ressources humaines et le soutien aux employés. Ce sont les opérations RH. Et puis dans ce cas tous les leaders fonctionnels ils deviennent des méta-experts en la matière et ils travaillent en fait plutôt en tant que chefs de projet ou si vous voulez des chefs de produits dans le département des ressources humaines que des directeurs opérationnels car toutes les opérations vont au département des opérations ou au département des opérations humaines. C'est l'idée. D'accord, il s'agissait de différentes structures du département. Mais parlons maintenant de l'évolution des RH dans l'entreprise. Ce qui est intéressant, c'est que dans chaque entreprise, le département des ressources humaines se développe de la même manière qu'il s'est développé dans le monde lorsque ce métier est apparu, n'est-ce pas? Alors réfléchissons à ça. En quelle année, à votre avis, la fonction RH est-elle née? Parce qu'il y a des années différentes, elle pourrait être considérée comme une profession RH ou une date de naissance de la fonction RH. Donc la vraie histoire suit. Le rôle lui-même est apparu au début du XVIIIe siècle en tant qu'agent de sécurité sociale qui était en dehors de l'entreprise, mais le rôle était de bien s'occuper des gens. Les femmes en particulier, les enfants, en particulier pour les situations épaisses, les employés blessés et leurs rôles ont été créés à l'extérieur de l'entreprise, à l'intérieur de l'État en réponse à des conditions de travail plus difficiles, n'est-ce pas? Ensuite, le rôle des registres du personnel a été créé en réponse aux guerres mondiales où tant d'employés étaient absents, ils se déplaçaient d'un pays à l'autre,
d'un emploi à l'autre. Ils ont été embauchés pour le service dans l'EMI et c'est pourquoi il est nécessaire de suivre tous ces déménagements et les dossiers du personnel étaient très importants juste pour rendre compte de toutes les personnes. Plus tard, le directeur des ressources humaines est apparu. C'était, je dirais, les années 60. Ce rôle a développé différentes politiques, prendre soin des employés, structuration salariale, conventions collectives. Plus tard, à l'époque des sociétés de conseil en ressources humaines, le directeur des ressources humaines avancées de la guerre s'est développé. L'accent a été mis sur l'efficacité et les systèmes de compensation financière. Et plus tard en 2000, les RH sont devenus un partenaire commercial des RH qui travaillent davantage commun de la même manière que les autres dirigeants. C'est donc un partenaire commercial stratégique, un agent de changement, un représentant des joueurs en ligne, un centre d'expertise, un service de service et le rôle évolue encore et connaît une autre étape d'évolution. Donc on va voir comment ça peut grandir, comment ça peut changer. Mais pour le moment, c'est comme ça, comme le partenariat commercial RH et l'impact commercial de ce rôle grandissait de la même manière que le rôle lui-même. Cela devenait de plus en plus impactant sur l'entreprise et les résultats commerciaux et devenait un partenaire plus stratégique qu'un simple service, n'est-ce pas? Et le rôle et les activités au sein des RH évoluent également au fil du temps. Et la même chose a changé lorsque le rôle des RH a été établi, la même chose change dans la seule entreprise lorsque le département des ressources humaines de la seule entreprise est également établi. Donc, cela commence par prendre soin des employés et des autres travaux opérationnels et à un moment donné, cela déplace un travail plus transformationnel parce que l'entreprise a besoin de quelque chose de différent à ce moment-là de la part des RH plutôt que de simplement embaucher des gens pour les embarquer, etc. Ainsi, le nouveau rôle des RH, comme vous le voyez, devient plus stratégique et moins opérationnel. Mais pourquoi moins d'opérations? Comment pouvons-nous changer cela? Qu'en est-il des besoins de l'entreprise? En raison de l'automatisation des RH, en raison du développement des gestionnaires des personnes en tant que leaders des personnes, les RH pourraient leur retirer une partie de leurs responsabilités et les confier aux gestionnaires des personnes ou automatiser quelque chose et se concentrer davantage sur une stratégie de charge, sur la stratégie de l'entreprise, où l'attention est plus importante et est plus récompensée. Et ce rôle de Dave Ulrich. En fait, j'aime beaucoup ce modèle qui a été présenté par Dave Ulrich, le très célèbre auteur, que je vous recommande à tous. Je vous fournirai un livre, le nom du livre à la fin de ce webinaire. Donc, grâce à De Ulrich, il y a 4 rôles différents dans les RH. Certains rôles sont liés au futur tandis que certains d'entre eux sont liés au présent et il en va de même pour les processus et les personnes. Ainsi, dans chaque entreprise, nous avons besoin de 4 types de rôles des ressources humaines, être un partenaire stratégique pour aider l'entreprise à mettre en œuvre une stratégie, être un agent changeant pour aider l'entreprise à évoluer au fil du temps, être un expert administratif juste pour construire et soutenir les processus RH et être un défenseur des employés pour aider les gens à contribuer de la meilleure façon possible. Pas vrai? Donc pour cela pour différents et bien sûr en parlant du généraliste de la carte pour un généraliste de la carte, ils exécutent tous tout cela pour nous, ce qui est très intéressant. Alors, comment devenir un responsable RH, pas un service RH, n'est-ce pas? Parce qu'ici, sous cette ligne, nous agissons généralement comme un simple service, mais au-dessus de la ligne, nous agissons en tant que leader. Comment pouvons-nous devenir un leader? C'est très important, non? Parce que je pense que personne d'entre vous ne veut être juste un service. Ce n'est pas si intéressant. Et pour devenir un leader, vous devez en savoir plus sur les affaires. C'est pourquoi nous allons parler de certains outils commerciaux de base, en fait des outils commerciaux de base, de la compréhension commerciale de base, de l'équipement commercial sur ce cours pour vous aider à comprendre un peu plus d'affaires, pas seulement du côté des ressources humaines.
Mais encore une fois, le côté RH est très important. Alors passons à autre chose. Qu'est-ce que le généraliste graphique devrait et ne devrait pas faire? En fait, en parlant du généraliste graphique, comme nous le savons déjà, c'est tout le département des ressources humaines dans un seul rôle. Nous pourrions envisager différents modèles de compétences, n'est-ce pas? Et l'un des modèles de compétences très bien organisés est un modèle de compétences CRM qui décrit l'idée de professionnel des RH, je dirais idéalement, non? Cela montre certaines compétences générales, certaines compétences techniques, certains piliers du travail en RH. Prenons donc ce modèle de compétences et approfondissons-le. Donc première personne. Comme vous pouvez le constater, il existe trois grands piliers, les personnes, le lieu de travail et l'organisation. Alors commençons par eux. Les gens, qu'est-ce que cela signifie? Il s'agit de planification stratégique, d'attraction et de rétention des employés, d'engagement des employés, de formation et de perfectionnement et de rémunération. Et c'est la structure de notre cours, non? Puis organisation. Il s'agit de la structure de l'organisation des ressources humaines, de l'efficacité et du développement organisationnel, de la gestion des personnes, des relations avec les employés, de la technologie et de l'information. Et nous avons aussi cela dans notre cours. Et puis les lieux de travail. Contexte RH et global, diversité, gestion des risques, responsabilité sociétale des entreprises, droit du travail. Nous allons en parler un peu aujourd'hui, mais plus tard dans le webinaire. Et dans quoi les généralistes RH ne doivent-ils pas s'engager? Gestion de bureau. C'est le rôle du chef de bureau, non? Organiser des réunions avec les employés plutôt qu'avec les gestionnaires. Le rôle pourrait conduire ces réunions mais pas à la place, mais en plus des gestionnaires. Recruter seulement, alors c'est juste un recruteur. Alors n'appelez pas les recruteurs et les généralistes s'ils ne font que recruter du recrutement. Travailler avec un calendrier de gestionnaire. C'est un rôle d'assistant. Faire des courses pour les chefs d'équipe. Ce n'est pas le rôle, n'est-ce pas? Donc soft skills pour généraliste RH. Je dirais que les compétences générales sont au même niveau d'importance que les compétences techniques, car généralement un bon employé, un bon professionnel est une combinaison de compétences techniques et de compétences générales. De quel type de compétences non techniques les journalistes RH ont-ils besoin? Leadership et navigation. La même chose en tant que directeur des ressources humaines car c'est un rôle unique. Il n'y a pas de directeur des ressources humaines pour aider ce rôle à diriger. C'est donc la capacité de guider et de faciliter les initiatives au sein de l'organisation, de soutenir ou de changer la culture organisationnelle. Travailler avec d'autres dirigeants ou cadres supérieurs pour développer la vision, la mission et la stratégie de l'entreprise. Fournir un lien entre la vision des RH et la stratégie commerciale. Et en fait, nous allons parler de développer une stratégie RH très bientôt. Ensuite, bien sûr, la pratique éthique qui est très importante de nos jours car qui d'autre que le généraliste RH se souciera de l'éthique lorsqu'il s'agit d'employés. Ensuite, bien sûr, le sens des affaires. Le rôle est très axé sur les affaires. Il doit être très proche des chefs d'entreprise et il est très important de concentrer votre travail, de concentrer vos efforts sur les problèmes commerciaux, sur les besoins commerciaux, pas seulement sur les besoins des personnes, les problèmes des personnes qui sont également très importants mais pas seulement. Ensuite, bien sûr, la gestion des relations. Le rôle de généraliste de charge est en quelque sorte un ciment dans l'entreprise. Il relie tous les points, toutes les personnes à travailler dans toute l'équipe. C'est pourquoi la gestion des relations est très importante. Mais il ne s'agit pas seulement de relations internes, il s'agit également de relations externes avec les fournisseurs, les prestataires de services et peut-être les sous-traitants et d'autres parties. Counseling, le rôle est censé annuler les employés, les dirigeants pour toute question concernant les personnes et les ressources humaines. Le rôle devrait donc être d'agir en tant que coach pour tous ces employés. Aptitude analytique. Il n'y a pas que de la psychologie dans ce rôle, ce qui est très important je pense, car la psychologie concerne le comportement des gens, mais aussi des chiffres concrets, des chiffres, des faits et des statistiques pour prendre certaines décisions concernant les employés. L'intuition est très importante, mais l'analyse n'est pas moins importante que cela. Il s'agit donc également de prendre des décisions basées sur des analyses. Efficacité globale et culturelle. Comme nous le verrons plus tard aujourd'hui,
le monde devient de plus en plus global et c'est pourquoi il est très important d'être un acteur global et culturel efficace. Ensuite, bien sûr, les communications. C'est beaucoup une question de communication. Il faut très bien communiquer. Vous devez communiquer dans les deux sens avec les employés, avec l'entreprise, avec le public externe comme les candidats, les prestataires de services, peut-être certains fonctionnaires. Pourquoi pas? D'accord, il s'agissait de compétences supérieures et de compétences générales. Parlons maintenant des tendances dans le travail des RH. Ce rôle change, émerge, est en constante évolution, n'est-ce pas? Nous devons donc examiner certaines tendances et comprendre comment elles influencent notre rôle. Alors commençons par ça. La seule tendance qui évoluait au fil du temps et qui n'en est en fait qu'un aboutissement, ce sont les bureaux confortables. Quelque chose que Google a commencé il y a peut-être 10 ans et que d'autres entreprises ont simplement suivi et copié. Et c'est pourquoi c'est bien. En fait, j'aime recommander à tous les responsables des ressources humaines, chefs d'entreprise et propriétaires d'entreprise de réfléchir à l'idée suivante. Imaginez que vos employés se réveillent tôt le matin dans leur lit confortable et dans leurs appartements. Ils voient de l'intérieur, ils voient des meubles, des objets de design, d'accord, dans l'appartement, puis ils se mettent au travail. Pensez en termes d'intérieur, en termes de comment dire, en termes d'émotion des employés, lequel est le plus confortable et le plus beau, leur maison ou leur travail. S'il s'agit de leur maison qui a l'air mieux que leur travail, la question est de savoir pourquoi ils devraient aller travailler. Émotionnellement, psychologiquement. Ils peuvent aller travailler pour gagner de l'argent. C'est logique. Mais intérieurement par les émotions, ils veulent résister à cela, non? Ils peuvent être des employés efficaces s'ils veulent émotionnellement qu'ils ne veuillent pas aller travailler. Donc, l'idée de base pour chaque entreprise est de construire le genre de bureau qui est un peu, disons un peu plus attrayant que la maison de leurs employés. Avoir différents employés de différents niveaux de revenus dans différents pays signifie peut-être avoir des bureaux différents. Mais si vous voulez embaucher des joueurs de haut niveau, des employés, peut-être très bien payés, alors vous devez très bien penser à votre bureau. Sinon, vous aurez ces employés motivés, ce qui est très mauvais. Ensuite, bien sûr, les postes de travail hybrides. Nous voyons à quel point le travail à distance entre dans notre vie et c'est pour longtemps. Ce n'est pas juste quelque chose de temporaire, n'est-ce pas? Et nous voyons comment les entreprises doivent s'y adapter. Et les postes de travail hybrides lorsque vous pouvez mélanger efficacement des employés distants et des employés de bureau sont quelque chose que vous devez considérer. Ensuite, bien sûr, le travail à distance. Le travail à distance n'est plus une tendance. Je dirais que c'est notre réalité. C'était une tendance avant le Covid-19, non? Je dirais même qu'en 2018, c'était très tendance. Beaucoup d'entreprises expérimentaient cela, mais elles ont ensuite poussé à envoyer des employés au travail à distance. Mais être poussé ne signifie pas être efficace au travail à distance. Beaucoup d'entreprises, elles ne sont toujours pas aussi efficaces dans le travail à distance. Ils occupent un emploi de bureau parce qu'ils n'adaptent pas leur approche aux personnes éloignées. Ils ne comprennent pas qu'ils ont besoin de plus d'outils, d'une culture différente, voire d'un travail RH différent. Si vous avez des employés à distance, vous perdez le contact personnel, le contact humain avec vos employés. D'après une grande partie de mon réseau, beaucoup de mes amis, j'entends qu'ils ne sont en fait que des employés standards dans différentes entreprises. J'entends que nous ne ressentons plus nos RH. Il semble que HR ait disparu lorsque nous sommes allés à distance.
Ils ne nous aident pas. D'accord, au moins ils ne nous dérangent pas. C'est bon. Mais le travail des RH ne consiste pas à ne pas déranger les gens. Le travail des RH consiste à aider les gens à être plus efficaces, à se développer, à être motivés. Alors quand quelqu'un dit de nous qu'il ne me dérange pas et que ça va, c'est affreux, non? Nous devons donc reconstruire les RH pour mieux servir le travail à distance et les employés à distance. Ensuite, bien sûr, les méta-univers. Tant d'entreprises expérimentent des métavers comme Microsoft, comme Meta Company, elles ont même changé le nom de Facebook, n'est-ce pas? Apple fait quelque chose. Nous attendons bientôt d'eux des lunettes de réalité virtuelle. Et en fait, ce qui est intéressant, alors que nous en parlons comme de quelque chose dans le futur, quelque chose peut-être maladroit et bizarre, pas quelque chose de standard habituel, nos enfants sont en fait déjà là. Ils ont ce truc Roblox, ils ont ce truc Minecraft. En fait, vous savez, j'ai lu un article, je pense hier à une fille que sa mère lui a communiqué dans le jeu Roblox pour lui demander de cuisiner, de sortir du congélateur, de mettre au four à micro-ondes. Donc, la mère ne pouvait pas communiquer avec la fille dans la vraie vie pour une raison quelconque. Alors la mère a rejoint le Roblox, a rencontré cette fille dans un endroit et a tracé l'intérieur du jeu. C'était plus facile que de communiquer dans la vraie vie. Juste la vraie vie. Imaginez à ce sujet. Donc les enfants sont déjà là et depuis très longtemps parce que Minecraft je pense qu'il est là depuis quelques années. Je ne sais pas quand il a été inventé. En fait mes enfants ils jouent avec ces jeux avec leurs amis en fait aussi avec leurs camarades de classe. Et bien sur la réalité augmentée. Donc, vous connaissez peut-être Workplace de Meta et ils développent ce genre d'autres lieux de travail mais dans le métaverse, ce qui est très intéressant. Je pense que la seule chose qui, comment dire, nous empêche d'utiliser le métavers c'est juste de très grosses lunettes qui ne sont pas confortables à porter. Mais dès que cela changera avec ces minuscules lunettes ou peut-être même se rétrécira d'Elon Musk, tout le jeu changera et nous serons là. C'est donc une bonne idée de commencer à y réfléchir. De plus, il ne s'agit pas seulement d'une réalité virtuelle que vous pouvez utiliser, même simple pour les graphismes, pour utiliser ce genre de métaverse comme Gatter. C'est un jeu. En fait, c'est un jeu d'entreprise. Vous pouvez créer votre bureau virtuel comme Pipé l'a fait dans ce jeu, n'est-ce pas? Pas besoin de lunettes ou de quelque chose de très difficile. Donc, quelques avantages à utiliser le métaverse. Vous pouvez travailler n'importe où, une courbe d'apprentissage plus rapide, un meilleur souci du bien-être des employés, de l'argent en sécurité au bureau et bien sûr une meilleure automatisation de la portée. Comment se préparer? Ici, j'ai quelques idées à tester pour vous et en fait l'idée principale est que vous avez juste besoin de le tester avec vos équipes. Essayez peut-être un autre team building, rencontrez l'un de ces Roblox, Minecraft, Soulwar, Gatter ou similaires. D'accord, passons à une autre tendance. Je considère que cette tendance est peut-être la plus importante parce qu'elle se produit en ce moment, ce qui est très gênant et très en fait c'est très horrible parce que nous pensions que cette mauvaise chose pourrait simplement disparaître après que le monde soit devenu plus développé et plus lié à l'homme. Mais ça arrive encore. Ce que je veux dire? Comme s'il y avait des incendies en Australie. Je pense que c'était en 2018 lorsque le monde entier a vu ces images horribles avec des animaux dans le feu. C'était tellement comme si c'était un grand désastre, non? Et beaucoup de gens qu'ils viennent de donner à l'Australie pour protéger ces animaux. Puis bien sûr Covid, qui ont été assez blessés, dommageables. Puis révolution, conflit militaire, invasion de la Russie, Ukraine, non? Ce qui est très mauvais. Nous voyons cette destruction qu'ils ont faite sur le pays, ce qu'ils ont fait à la vie des gens. C'est vraiment affreux.
Variole du singe, famine dans les pays africains et on ne sait pas ce qui va se passer ensuite. Et laissez-moi vous montrer quelques-unes de ces horribles photos. C'est pourquoi je veux juste que vous apportiez votre attention sur ces problèmes et que vous commenciez à penser à la présence d'employés, n'est-ce pas? Et comment une entreprise pourrait aider parce que c'est juste en ce moment, vous savez, c'est une entreprise qui a des entreprises qui doivent aider leurs employés et leurs employés. Non, vous ne devriez pas attendre du gouvernement parce que pour le gouvernement, ils ont tellement de problèmes. Ils doivent s'occuper de l'économie, de toute la nation, pas seulement des employés isolés, n'est-ce pas? Alors que faire? Reconnaissez que cela fait désormais partie de notre vie RH. Commencez à utiliser cette analyse pestale pour analyser votre environnement, prédire les développements, les intégrer dans vos plans et commencer à concentrer l'entreprise sur les objectifs de durabilité. C'est très important, tu sais. Ainsi, l'analyse au pistolet que je mentionne ici n'est qu'un outil standard lorsque vous préparez votre stratégie RH ou votre stratégie commerciale. Ce sont 6 catégories différentes que vous devez surveiller et considérer ce qui s'y passe et comment cela influence votre entreprise et votre travail RH. Donc la politique, l'économie, la société, les technologies, l'environnement et la législation. Alors faites juste attention à ce qui se passe là-bas. Prenons ces technologies. Vous savez peut-être que ChatGPT fait une énorme différence pour répondre à la question des gens et aider réellement les gens. Vous savez, ce n'est pas seulement quelque chose qui peut remplacer Google. C'est quelque chose qui aide les gens à faire un travail créatif, à préparer un texte, à préparer peut-être un programme de formation. Et il y a tellement d'utilisations différentes de ChatGPT. Mais ChatGPT, la version finale est apparue tout récemment, peut-être il y a plusieurs semaines et elle a un impact très énorme en ce moment et elle sera encore meilleure d'ici quelques semaines seulement. Je pense qu'ils vont sortir une autre version. Et ces objectifs de développement durable. C'est quelque chose que les Nations Unies ont accepté. Tous les pays de ces 17 objectifs que l'entreprise intègre désormais dans la stratégie ZIA. Donc, ici, je vous montre simplement l'exemple d'une entreprise qui prend certains objectifs, pas tous bien sûr, c'est très difficile. Habituellement, l'entreprise prend peut-être 2 ou 3 objectifs et ils essaient de les intégrer dans leur entreprise et d'assumer la responsabilité de ces objectifs aussi longtemps qu'ils le peuvent. Ensuite, bien sûr, pénurie d'employés expérimentés, comment combler les postes vacants. Il est très difficile d'embaucher des employés bien formés et hautement qualifiés. Et l'accent ici va être mis sur la capacité de se développer. L'entreprise commence donc à embaucher des personnes non pas avec le bon ensemble de compétences, mais plutôt avec la capacité d'éduquer et d'apprendre. Réfléchissez donc à ce que votre entreprise pourrait faire pour résoudre ce problème. Peut-être offrir un bonus d'inscription pour tous les postes afin d'attirer les meilleurs. Essayez peut-être de retenir de meilleurs employés grâce à un pool d'options et à des programmes sabbatiques. Concentrez-vous sur la mobilité interne et bien plus encore à faire, n'est-ce pas? Ensuite, bien sûr, la rétention et la motivation des employés. Qu'est-ce qui se passe? L'engagement des employés diminue dès l'apparition du Covid. L'idée était donc que le nombre de personnes engagées augmentait au fil du temps au cours des 10 dernières années. Et en ce tout début de Covid, ça commence à diminuer, ce qui est très mauvais, non? Parce que nous aimerions que les gens soient engagés au travail. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Appliquer une approche centrée sur l'humain à la gestion personnelle. Processus d'intégration des employés créatifs et efficaces. Déterminer ce qui motive l'employé. Exécuter des sondages pulse pour mieux comprendre les employés et établir de meilleures communications. Mais le plus important est quelque chose que j'appelle la motivation situationnelle. Par motivation situationnelle, j'entends la capacité de l'entreprise à comprendre ce qui motive le mieux les gens à ce moment précis. Voici un exemple d'EcoFlow. C'est une grande banque d'alimentation qui peut fournir l'approvisionnement pour vos différents gadgets et peut-être même des équipements plus gros pendant un certain temps.
Et c'est quelque chose que l'entreprise a en fait envoyé à ses employés ici en Ukraine pendant les pannes d'électricité pour aider les gens non seulement à mieux travailler lorsqu'il y a une panne d'électricité, vous devez peut-être rechercher votre ordinateur portable ou avoir une lumière dans la pièce. Mais il y en a aussi tellement puissant que vous pouvez connecter la télévision, le congélateur, peut être même le porter, non? C'était donc à l'heure. Plus tard, ça pourrait être quelque chose de différent. Vous savez, lorsque Covid a démarré, de nombreuses entreprises, elles ont envoyé à leurs employés des boîtes saines contenant des aliments frais, des produits d'assainissement, d'autres, je ne sais pas, quelque chose pour montrer les soins et soutenir les employés. Il est donc très important de comprendre ce qui vous motive actuellement le mieux en place et de prendre des mesures, de ne pas attendre, de ne pas faire quelque chose de très général. Ensuite, bien sûr, une nouvelle vague de migration mondiale. La migration est énorme, vous savez, en 2020, c'était 3,6% de la population qui migrait rien que cette année. Multipliez donc cela par 10 ans et vous comprendrez que le troisième de la population migre d'ici 10 ans. Et je ne veux même pas calculer pendant 30 ans, n'est-ce pas? Et en fait, l'immigration augmente très fortement, vous savez, et elle va augmenter. Et c'est pourquoi le monde devient de plus en plus global. Ce genre de situation comme l'invasion de la Russie en Ukraine a poussé beaucoup de gens à se rendre dans d'autres pays comme autour de prévisions différentes, de statistiques différentes. De 6 à 8 millions de personnes ont quitté l'Ukraine et ont rejoint différents pays et ils y ont effectivement travaillé. Certains d'entre eux sont revenus, mais c'est ce qui s'est passé, non? Et les entreprises doivent enseigner aux gens comment être culturellement diversifiés, comment travailler avec ces personnes. Ce n'est qu'un exemple, non, parce qu'aujourd'hui c'est l'Ukraine, demain ça pourrait être n'importe quel pays. Tu ne sais pas. Et il est très important de faire cette sensibilisation culturelle et ce détournement culturel. Alors pensez à quelque chose que vous pouvez faire pour préparer vos employés, n'est-ce pas? Et bien sûr, la révolution du paiement. Vous devez réfléchir à la manière dont vous êtes en concurrence non seulement avec d'autres entreprises de votre pays, mais vous devez également commencer à réfléchir à la manière dont votre entreprise pourrait rivaliser avec d'autres pays. Désolé, votre pays par rapport aux autres pays, n'est-ce pas? Alors commencez simplement par explorer le coût de la vie et d'autres faits intéressants sur d'autres pays. Utilisez ce nombre de côtés et mettez deux villes pour comparer le coût de la vie, mais considérez également des faits différents. Par exemple, maintenant, les entreprises considèrent que nous devrions ouvrir notre prochain bureau à Chypre, à Malte, en Europe quelque part, peut-être en Amérique. Quoi de plus compétitif? Comment pouvons-nous attirer les meilleures personnes dans le nouveau bureau et quel pays conviendra le mieux à cela? Quelque chose que vous devez envisager de comparer différents pays. Et que faire? Comparez votre pays aux autres, écrivez les avantages que vous avez à vendre, non seulement les avantages de l'entreprise, mais aussi les avantages de votre pays, surtout si vous avez un programme de localisation, si vous embauchez des gens de l'étranger. Ici, je vous fournis quelques liens utiles à considérer et à lire. Et voici la liste de tout ce qu'un journaliste à charge fait dans l'entreprise. Et en fait, c'est notre programme de secours. Alors rejoignez simplement notre cours et devenez un meilleur généraliste RH. Je pense que vous apprécierez ce travail et c'est un très bon début si vous souhaitez devenir directeur des ressources humaines à l'avenir. Quel que soit votre rôle actuel, je pense que ce cours est tout à fait approprié. C'est très général, simple et efficace. Ainsi, le journaliste RH fait ce qui suit, relie les activités RH aux besoins de l'entreprise. Effectue des audits RH, effectue des recherches et crée des stratégies RH. Recrutement dans l'entreprise et évaluation des candidats, formation des employés et identification des talents, motivation des employés et rémunération globale, gestion de la performance et OKR, gestion de l'engagement et de l'épuisement professionnel, développement du leadership et partenariat de partage, gestion de la culture d'entreprise et des communications, gestion du changement et mise en œuvre de projets de partage,
Construis la gestion des personnes dans l'entreprise, automatise-les. RH, la rétention des employés et la gestion du chiffre d'affaires, l'analytique et les expériences des employés. Devoir évaluer subjectivement vos connaissances professionnelles dans ces 15 principaux domaines de l'entreprise sur une échelle de 10 points et évaluer dans les 15 domaines le pourcentage de connaissances que vous utilisez actuellement dans votre travail. Ici, je vous recommande 2 livres à lire dont l'un de Ulrich et le deuxième Laszlo Bock. Et aujourd'hui, c'est tout. Merci de votre attention et j'attends les devoirs et à bientôt. Rejoignez simplement notre cours et nous marcherons ensemble tous ces webinaires. C'est tout. Je vous remercie. Au revoir. À bientôt.